Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 16 décembre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Recrutement retail, comment s'adapter aux évolutions métiers sur e-commercemag.fr. Reconditionner les marketplaces, inquiète d'une charte qui encadrerait les vendeurs étrangers, à lire sur usinedigital.fr. Augmentation des prix, réduction des coûts, comment les retailers gèrent l'inflation, à lire sur le JDN. Comment le marché de Rungis peut prendre son virage numérique, à lire sur bfmtv.com. Et enfin, sur fonds de consolidation dans le quick commerce, Getir s'empare de Gorillaz, à lire sur usinedigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé? Alors contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Recrutement retail, comment s'adapter aux évolutions métiers, à lire sur e-commercemag.fr en date du 14 décembre. 85% des emplois qui seront occupés en 2030 n'existent pas encore selon Pôle emploi. Par exemple, le Chief Virtual Officer sera-t-il l'un d'entre eux? Sûrement, répond Maya Eni, directrice conseil du cabinet Exolis RH, qui décrypte l'accélération des transformations dans les métiers du retail. Quelles sont les nouvelles compétences que recherchent les retailers aujourd'hui? Avec le développement des parcours omnicanaux et des réseaux sociaux, le retail change de dimension. Il doit bien sûr continuer à vendre des produits et des services, mais aussi et surtout offrir des expertises marquantes et émotionnelles, des interactions nombreuses. En réaction à ces changements, les ressources humaines reformulent alors les référentiels métiers pour identifier les collaborateurs dont les qualifications sont insuffisantes au vu de ces transformations et établir en conséquence les bons programmes de formation et d'accompagnement. Il s'agit bien entendu de compétences dans le digital, la data, l'influence marketing, l'animation de communauté, mais aussi la RSE. L'idée étant d'actualiser leurs compétences sur les nouvelles composantes du métier. C'est typiquement le cas d'un responsable marketing qui prend une dimension plus transverse avec des compétences numériques élargies. On voit d'ailleurs de plus en plus de Chief Marketing and Digital Officer, CMDO, qui sont chargés d'insuffler une stratégie cohérente entre le digital, l'e-commerce et les enjeux marketing plus traditionnels, magasins, offres et clients. Mais également, ces nouveaux référentiels métiers servent à catégoriser les compétences sur lesquelles le DRH doit concentrer ses recrutements. Est-ce que le marché du recrutement est en sous-tension? Bien sûr, et cette pénurie va s'intensifier à mesure que les nouvelles technologies se développent de plus en plus vite et que le temps de formation s'allonge de plus en plus. Ces difficultés de recrutement se retrouvent d'ailleurs à tous les niveaux. D'abord pour les métiers en amont de la mise en marché d'un produit comme les data consumer. D'après l'Observatoire de la maturité data des entreprises 2022, 46% des sondés citent le manque de compétences data en interne, presque une personne sur deux. Aussi, il y a une très forte recherche de talents qui n'est pas comblée pour les métiers en aval sur la mise en marché propre du produit, comme les responsables d'expérience immersive, en point de vente, l'UX, les responsables CRM, etc. Ce sont des compétences très précises. Comment recruter dans ce contexte? Le schéma qui consiste à chasser un candidat pour un poste équivalent n'est plus le bon mode de fonctionnement. Chez Exolis, nous privilégions la quête de profils divers et variés. Par exemple, pour un poste de responsable de magasin, nous ne cherchons plus un profil de responsable de magasin classique. Nous regardons plutôt du côté des managers ayant une posture de coach, détenant une forte compétence en social media et animation d'équipe. Et nous nous intéressons aux soft skills comme l'intelligence relationnelle, la créativité, la curiosité, la flexibilité. Ce type de profil saura parfaitement mettre en place un réseau de vendeurs à la fois influenceurs, conseillers et ambassadeurs en point de vente.
comme le nécessite le retail aujourd'hui. Il aura l'appétence pour encourager ses équipes en magasin à participer aux séances de live shopping, à mener des sessions individualisées de coaching à distance, à communiquer avec les clients via les canaux numériques type WhatsApp, etc. Il devra juste suivre une formation pour combler ses lacunes en vente. On parle d'une guerre des talents particulièrement forte dans les métiers du retail. Est-ce le cas? Certainement. Les retailers s'arrachent littéralement les talents. C'est la raison pour laquelle le fameux post and pray, qui consiste à se contenter de publier une annonce et à espérer que les meilleurs candidats se bousculent, ne suffit plus. Il est impératif de marquer sa différence pour faire venir à soi les collaborateurs. Dans le retail tech, par exemple, il n'est plus possible de recruter sur une simple annonce. C'est la raison pour laquelle une entreprise comme Carrefour entame un processus de recrutement dans le Metaverse. Dans son discours lors de cette session de recrutement, le PDG de l'enseigne Carrefour, Alexandre Bompard, vante les métiers du digital. Traduction, il a besoin de profils experts en la matière. Carrefour ne s'en est pas caché, son pôle data devra compter au moins 3000 spécialistes d'ici 2026. Or, pour attirer autant de candidats IT, il faut leur donner envie, d'où cette incursion dans le Metaverse. Cela peut être un argument différenciant et de séduction pour les candidats dans les métiers tech, une sorte de prime à l'innovation. Pour finir, quels seront les métiers clés du retail de demain? Deux grands types de nouveaux métiers se dessinent, ceux liés à la tech, comme les Data Protection Officers, chargés de la sécurisation des données à caractère personnel utilisées par une entreprise, les Data Stewards, les organisateurs des données, les Data Storytellers, chargés de la mise en récit des données, et les métiers liés à la RSE, comme les Planet Leaders, chargés du plan de transformation écologique de leur enseigne, les conseillers en sobriété énergétique, les directeurs seconde vie, ou encore les Chief of Impact, qui sont des responsables de haut niveau chargés de mesurer et d'optimiser l'impact social et environnemental d'une entreprise, et plein d'autres métiers qu'on n'imagine pas encore. Reconditionner, les marketplaces s'inquiètent d'une charte qui encadrerait les vendeurs étrangers, à lire sur usinedigital.fr en date du 12 décembre. Mieux encadré, oui, mais dans la limite du techniquement faisable. C'est en somme la position du français Back Market et du japonais Rakuten qui pourraient bientôt devoir davantage contrôler les vendeurs étrangers qui exercent sur leur plateforme. Destinée à garantir une concurrence équitable et loyale avec des acteurs français du reconditionnement des produits électroniques, une nouvelle charte de bonnes pratiques se prépare du côté du syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms, CIRMIET, et de la Fédération professionnelle du réemploi et de la réparation RCUB, qui réunissent les entreprises de la filière. Le document est encore confidentiel, mais a pu être consulté par le média L'Informé. On y apprend que la charte prévoit pour l'heure de faire peser sur les marketplaces la responsabilité de proposer à leurs clients une mise en relation avec des vendeurs respectant les normes et réglementations en vigueur, ainsi que les bonnes pratiques sectorielles, en veillant par exemple au bon respect des obligations fiscales des vendeurs tiers, concurrence déloyale. Ces derniers s'affranchissent parfois de déclarer la TVA ou encore la très critiquée redevance copie privée, dont l'application aux produits reconditionnés pourrait être annulée par le Conseil d'État prochainement. Un avantage concurrentiel jugé déloyal par rapport aux vendeurs français soumis par défaut à ces normes françaises. Ainsi, les marketplaces devraient examiner les factures émises aux clients finaux, faisant apparaître distinctement le montant des taxes et redevances, du prix de vente total et s'assurer de la véracité des informations et des taux renseignés sur les dits documents. Le projet de charte prévoit par ailleurs des obligations de transparence de la part des plateformes en communiquant un panel d'informations sur le vendeur sélectionné aux consommateurs, ancienneté, volume de vente mensuel, lieu d'expédition des produits, etc. Back Market ne veut pas faire la police. Les lourdeurs administratives dont se passerait bien le champion du secteur, Back Market. Notre rôle n'est pas de faire la police, à confier à l'informé un responsable de l'entreprise, qui ne s'oppose pas pour autant à l'élaboration de nouvelles règles tant qu'il s'agit de choses faisables techniquement, sans compter que le leader français se targue d'avoir déjà mis en place des contrôles aléatoires pour vérifier le bon respect des obligations légales en matière de TVA.
En juin dernier, nous avons sorti de la plateforme pas moins de 13% des vendeurs d'origine asiatique, précise-t-il. Back Market n'est pas le seul à s'alarmer, également interrogé par l'Informé. Rakuten explique n'avoir été ni associé à l'élaboration de ce texte, ni informé de cette initiative qu'il juge surprenante, notamment dans la teneur et l'étendue des engagements qu'il comporte. Augmentation des prix, réduction des coûts, comment les retailers gèrent l'inflation, à lire sur le JDN en date du 12 décembre. Avec une inflation au plus haut, les commerçants n'ont souvent pas d'autre choix que d'augmenter leurs prix ou de rogner sur leurs marges. Un enjeu d'équilibriste s'ils ne veulent pas perdre leurs clients. L'inflation plonge les commerçants dans une situation quasi inédite. Les prix à la consommation ont enregistré en France en octobre 2022 une hausse de 6,2% sur un an, d'après l'INSEE. En Europe, nous n'avons jamais vu cela. Le Covid, une inflation galopante. Les managers du retail et les consommateurs ont perdu leurs repères, témoigne Alexandre Guérin, le DG d'Ipsos France. D'après les données de l'entreprise spécialisée dans les études de marché, 80% des Français pensent que l'inflation sera d'au moins 6% dans les prochains mois. Ils sont 2/3 à vouloir faire des économies. Le pouvoir d'achat est devenu la première priorité de 40% des Français, contre 5 à 10% d'entre eux habituellement, continue Alexandre Guérin. Dans ce contexte, pour le PDG d'Ipsos, les dépenses des Français sont arbitrées différemment en fonction des secteurs. Certaines dépenses sont sanctuarisées, comme celles de bien-être ou de santé, qui résistent bien, les produits pour animaux de compagnie aussi. D'autres sont sacrifiées, comme la culture, le vestimentaire, la décoration de la maison. Les dépenses dans l'alimentaire et l'hygiène beauté sont, elles, tendues. Les catégories sources de bien-être et d'évasion continuent de progresser, comme le voyage, encore en forte hausse, plus 34% au troisième trimestre 2022, d'après la FEVAD. L'alimentaire en première ligne. Parmi les dépenses tendues, l'alimentaire est un poste de dépense qui subit fortement les arbitrages des consommateurs. Le bio a été l'une des premières catégories touchées cet été car il coûte plus cher et ne présente pas de bénéfices visibles à court terme, explique Alexandre Guérin. Les marques de distributeurs, les fameuses MDD, ont, elles, profité du phénomène. Les clients des marques nationales les délaissent au profit des MDD. À chaque période d'inflation, elles ont gagné des parts de marché, expliquait Émilie Meyer, directrice du cabinet IRI au Figaro en octobre dernier. Le site spécialisé dans la vente de champagne Plus de Bulles a subi une forte inflation en 2022. Nous enregistrons une hausse des prix du champagne de 20 à 25% sur 18 mois et dans ce secteur, les marges ne sont pas élevées car les marques sont fortes, ce sont les grandes maisons qui fixent les tarifs. Nous sommes donc obligés de répercuter cette hausse des prix sur le client, détaille Michel de Guillermet, un investisseur qui est aussi président de l'accélérateur de start-up Day One. Des augmentations de prix ciblées. Les augmentations de prix sont donc au passage quasiment obligées pour les commerçants et e-commerçants, mais elles doivent se faire avec parcimonie. Il y a une pression sur les prix, nous essayons de les augmenter finement en sécurisant les entrées de gamme et en pilotant cette augmentation, nous indiquait en septembre 2022 Emma Reco, directrice stratégie et développement d'IKEA France. Des propos confirmés par email par les équipes d'IKEA France en décembre 2022. L'engagement d'IKEA reste et restera de proposer les premiers prix les plus bas possibles et de rester accessible. Avec l'impact du contexte macroéconomique ainsi que l'augmentation des coûts transport, des énergies, des matières premières, nous avons dû procéder à des augmentations. Nous avançons étape par étape et nous avons l'intention d'investir dans des baisses de prix dès que possible. Jouer sur les coûts marketing. Avec Plus de Bulles, nous rencontrons le problème de tout distributeur. Nous sommes coincés entre nos clients et nos fournisseurs et nous faisons attention à nos coûts d'exploitation, résume Michel de Guillermet. Le site a réduit le débit côté marketing. Notre seule solution est de mettre l'accent sur les grands amateurs de champagne qui vont continuer à consommer quand le grand public se retient. Nous n'achetons pas de mots-clés à gogo, nous recrutons moins de clients grand public et nous nous concentrons sur les grands amateurs des tailles investisseurs. Le site se dit tout aussi rentable que l'an dernier. Notre panier moyen en volume chute de 20% quand le chiffre d'affaires baisse, lui, moins vite. En réduisant nos coûts marketing, nous serons profitables en 2022. Piloter le coût de l'énergie. Même pour un site e-commerce comme Plus de Bulles, la hausse des coûts de l'énergie joue indirectement. D'un côté avec les transporteurs dont le prix augmente, de l'autre avec les maisons de champagne qui ont répercuté cette augmentation sur leurs tarifs, constate Michel de Guillermet. La situation est encore plus tendue dans le physique
Cathy Collard-Gégère expliquait aux Échos mi-novembre 2022 que Picard subissait fortement la hausse des prix de l'électricité dans ses 1000 magasins et prévoyait une multiplication par 3 des tarifs faisant entrer l'énergie dans le top 3 des postes de dépenses de l'entreprise. Entre 2012 et 2022, Picard avait fait baisser la facture de 10% en modernisant son parc de congélateurs en continu. Ne pas abîmer l'image de l'enseigne. Pour Alexandre Guérin, les marques doivent donc aller chercher un prix optimum. Les conseils que nous donnons sont spécifiques à chaque marque, aux catégories et même aux références. Sur le lait bébé, le pricing power est plus fort, sur les catégories infantiles allant du nouveau-né jusqu'à 6 mois. Au tout début, l'attachement émotionnel est très marqué et quand le bébé grandit, il y a plus d'alternatives. Le lien émotionnel est un peu moins fort, donc le prix est regardé plus attentivement, illustre le PDG d'Ipsos France. L'environnement concurrentiel va déterminer le prix. Le risque principal d'un prix trop haut est la perte de volume à court terme et à long terme. Un transfert vers d'autres marques continue Alexandre Guérin. La donne est la même pour les distributeurs qui pilotent avec attention leur augmentation de prix. Chez Primark, les prix ne suivent pas le rythme de l'inflation générale. Ceux de la collection automne-hiver ont augmenté de 3 à 4% chez l'homme et la femme, mais ont été gelés sur les références enfants. Avec une offre de prix 3 à 4 fois moins élevée que la moyenne du marché, l'enseigne veut continuer à faire la différence pour attirer les budgets les plus serrés, indiquait Christine Loisy, directrice générale de Primark France, dans Le Figaro. Il ne faut pas abîmer l'activité de Picard et détourner le consommateur de notre enseigne. Je refuse d'alimenter l'inflation en pratiquant des hausses de prix trop importantes. Au contraire, il faut la classer, expliquait Cathy Collard-Gégère, la PDG de Picard. Ce contexte compliqué a été mal anticipé par beaucoup d'acteurs online et offline. Maison du Monde a par exemple envoyé un profit warning en mai dernier. Concernant ses prévisions de résultats, aux États-Unis, Amazon n'avait pas non plus anticipé la situation et a annoncé licencier 10 000 employés en novembre dernier après s'être retrouvé avec des dépôts vides sur les bras au printemps 2022. Début 2023 ne s'annonce pas meilleur, mais nous verrons avec fin 2023 et la période de fin d'année si le contexte s'améliore, conclut Michel de Guillermy. Comment le marché de Rungis veut prendre son virage numérique, à lire sur bfmtv.com en date du 11 décembre. La plateforme numérique Rungis Market, lancée en février 2022, permet aux restaurateurs de s'approvisionner auprès des grossistes de Rungis en ne passant qu'une seule commande. Sur le marché de Rungis, au sud de Paris, c'est l'effervescence dès les premières heures du matin. Du poisson à la viande, en passant par les fleurs, les fruits et les légumes, 2,8 millions de tonnes de produits frais passe chaque année par le célèbre marché de gros francilien pour nourrir 18 millions de consommateurs. On compte plus de 700 grossistes à l'œuvre dans les pavillons de Rungis. Un casse-tête parfois pour les professionnels qui doivent se fournir en denrées alimentaires, contraints de jongler entre les commandes et les appels téléphoniques. C'est le pari du site web Rungis Market, numériser ce gigantesque marché pour faciliter l'approvisionnement des restaurateurs, traiteurs, commerçants et autres épiciers. En 2018, une première tentative sous le même nom avait été un échec. La plateforme est à nouveau opérationnelle depuis le mois de février. Elle permet aux professionnels de s'approvisionner auprès des grossistes en ne passant qu'une seule et unique commande. L'avantage est de n'avoir qu'une seule livraison, qu'une seule facture et qu'un seul interlocuteur en cas de problème, avance Pierre Lévy, fondateur de Califray. L'intelligence artificielle incubée à Rungis même, Califray a remporté l'appel d'offres lancé en 2021 par Semaris, l'entité semi-publique chargée de la gestion du marché de gros, pour redonner une seconde chance à la plateforme. La start-up gère désormais l'exploitation du site web Rungis Market, associé avec le transporteur de produits frais Steph et le spécialiste de l'externalisation de la relation client WebHelp. Les 3 entreprises s'étaient regroupées pour répondre à l'appel d'offres. C'est notre technologie et notre logistique derrière Rungis Market, explique Pierre Lévy. Une couche d'intelligence artificielle a été ajoutée à la plateforme pour gérer l'immense masse de données et proposer des informations les plus actuelles possibles. À Rungis, les prix et les approvisionnements de ces denrées périssables peuvent varier d'un jour à l'autre en fonction de l'offre et de la demande. D'autant plus compliqué qu'il faut prendre en compte une grande quantité d'informations pour les produits frais, maturité, calibre, provenance, label. Pas toujours les mêmes selon les catégories de produits et les dates limites de consommation très courtes.
15 000 livraisons une fois la commande passée par le client avant minuit. Elle est envoyée aux grossistes. Ces derniers préparent les marchandises puis les envoient à l'entrepôt de Cadifray où elles sont réunies en une seule palette par client. Pour mener à bien la logistique, les grossistes ont été formés à l'utilisation de l'outil numérique pour qu'ils soient les plus autonomes possibles, explique Pierre Lévy. Direction ensuite l'entrepôt Steph où les palettes sont entreposées dans les camions. Les chauffeurs démarrent à 5h30 et arrivent à 6h à l'intérieur de Paris. Environ 15 000 livraisons ont déjà été réalisées depuis le lancement de la plateforme. Pour inciter les grossistes du marché à rejoindre leur plateforme, ces gestionnaires jouent l'argument du canal de vente supplémentaire et se montrent conciliants, préparant parfois les commandes eux-mêmes. Rungis Market réunit pour l'heure une 60aine d'entreprises et 10 000 références. L'objectif est de grimper à 200 grossistes d'ici fin 2024, soit 30% à peu près de ceux installés à Rungis. Nous voulons multiplier par 10 le nombre de produits vendus à cet horizon, anticipe Pierre Lévy. Sur fond de consolidation dans le quick commerce, Getir s'empare de Gorillaz, à lire sur usinedigital.fr en date du 12 décembre. Getir croque son rival Gorillaz. La start-up turque Getir s'empare de Gorillaz à l'occasion d'un accord qui valorise la start-up allemande à 1,2 milliard de dollars, une valorisation bien moindre que celle des 2,1 milliards de dollars fixés à l'occasion de sa dernière levée de fonds en fin 2021. ou que les 3 milliards de dollars en septembre 2021. Cela montre à quel point ce secteur de la livraison ultra rapide de courses à domicile est en difficulté. Une chute des valorisations. Les détails financiers de cet accord n'ont pas été précisés par les intéressés, mais le nouvel ensemble serait valorisé 10 milliards de dollars, rapporte le Financial Times, avec Gorillaz comprenant 12% du total. La valorisation de Getir est donc également revue à la baisse, puisque la start-up était valorisée 11,8 milliards de dollars lorsqu'elle a levé 800 millions de dollars en mars dernier. À L2, ces startups ont levé plus de 3 milliards de dollars et connu un vrai boom avec la pandémie de Covid-19. Depuis, le contexte économique est beaucoup moins favorable. Les investisseurs se détournent des startups déficitaires et cherchent des jeunes pousses avec un business model solide qui soit rentable ou sur le point de l'être. Le FT précise que certains investisseurs de Gorillaz comme Delivery Hero, Coactu Management, Tencent et DST seront payés près de 40 millions de dollars en cash, en plus des capitaux propres de Getir. Toutefois, en raison de la baisse de la valorisation, il est probable que certains investisseurs de Gorillaz se retrouvent avec peu ou pas de retour sur leur investissement. Des suppressions d'emplois à venir. Les nouvelles suppressions d'emplois sont à prévoir puisque les deux acteurs voient leurs activités se chevaucher dans plein de villes, que ce soit Paris, Londres ou Amsterdam. Il ne sera pas nécessaire pour le nouvel ensemble de conserver autant de dark stores, ces entrepôts positionnés au cœur des villes pour livrer le plus rapidement possible les clients. Kagam Sumer, qui a cofondé Gorillaz en 2020, a été le directeur général, devrait quitter l'entreprise. La consolidation dans le secteur du quick commerce a déjà commencé. En Europe, le nouvel ensemble voit la concurrence de l'allemand Flink, de l'américain GoPuff et des entreprises de livraison de repas qui proposent également des produits d'épicerie comme Deliveroo ou Uber Eats. Just Eat Takeaway, de son côté, a noué un partenariat avec Getir pour l'Europe. D'autres startups se sont déjà fait racheter, comme les françaises Cajou et Frishti. Les acteurs du secteur vont-ils continuer d'appâter les clients à coups d'offres promotionnelles ou vont-ils rationaliser leurs dépenses et augmenter les coûts de livraison ? Les clients seront-ils à payer plus cher ? La viabilité de ce secteur est toujours en question, même si les investisseurs restent persuadés qu'une clientèle aisée est prête à payer pour se faire livrer rapidement des courses. Qu'en est-il vraiment ? Des réponses à ces questions devraient émerger dans les mois à venir, surtout que Getir chercherait à lever des fonds en début d'année prochaine selon le FT. La start-up saura-t-elle de nouveau convaincre des investisseurs ? Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les
pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.